En janvier 2023, j'ai rejoint un groupe de touristes en route pour le tristement célèbre col de Dyatlov. La tragédie de 1959, au cours de laquelle 9 randonneurs russes ont trouvé une fin mystérieuse dans les montagnes de l'Oural, a suscité une fascination sans fin, mais aucun d'entre nous ne s'attendait à découvrir la vérité ou quelque chose d'approchant. Nous étions des amateurs de sensations fortes, chacun espérant avoir un aperçu de la nature sauvage et sinistre où ils avaient disparu. L'excursion a commencé de manière assez innocente. Nous avons traversé une neige épaisse et des vents mordants, guidés par un alpiniste expérimenté du nom d'Ivan. Les récits de l'incident de Dyatlov emplissaient l'air, chaque histoire étant plus obsédante que la précédente. Il décrivait des corps avec des yeux manquants, des fractures du crâne sans blessures externes et des radiations inexplicables trouvées sur leurs vêtements. Je pouvais voir que les autres commençaient déjà à se sentir mal à l'aise. Après plusieurs heures éprouvantes, nous avons atteint la zone où le groupe Dyatlov aurait établi son dernier campement. Les montagnes s'élevaient autour de nous, les ombres s'étirant longuement et finement sur la neige, et la température semblait plus froide qu'elle ne l'aurait dû. Ivan y a installé le camp et nous a expliqué l'itinéraire du lendemain. Nous explorerons les grottes voisines avant de nous rendre à l'endroit exact où la tente de l'équipe Dyatlov a été trouvée. À la tombée de la nuit, un malaise s'est installé dans notre camp. Je sentais que nous n'étions pas seuls. L'air était chargé de quelque chose que je ne pouvais pas nommer, quelque chose de plus ancien et de plus primitif que les simples histoires que nous avions entendues. Le lendemain matin, nous nous sommes mis en route de bonne heure paisière, nos respirations se troublant dans le froid à mesure que nous avancions dans le paysage enneigé. Ivan nous a conduits vers une série de grottes à quelques kilomètres de notre campement. Il nous a expliqué que les habitants de la région se rendaient rarement dans ces grottes, arguant qu'il s'agissait de lieux d'agitation. Les récits de randonneurs se sentant observés ou entendant des bruits étranges ne font qu'accroître le sentiment d'inquiétude. Nous avons atteint l'entrée d'une grande grotte béante vers midi. Sa bouche sombre semblait avaler la lumière, projetant une longue ombre sur la neige. Quelque chose ne va pas, mais la curiosité nous pousse à aller de l'avant. À l'intérieur, la température a encore chuté et les seuls bruits étaient le crissement de nos bottes et le faible goutte à goutte de la glace en train de fondre. Au fur et à mesure que nous avancions, la lampe de poche d'Ivan a éclairé d'étranges marques sur les murs. Elles ressemblaient à des symboles, primitifs mais étrangement complexes, gravés profondément dans la pierre. L'une des autres touristes, une étudiante en histoire nommée Anna, murmura qu'ils semblaient anciens, des symboles de protection, ou peut-être d'avertissement. Plus nous avancions, plus ce sentiment d'effroi grandissait. Et puis, au fond de la grotte, nos lumières ont capté quelque chose d'anormal. Là, blotti contre la paroi rocheuse, se trouvait un décor, gelé et conservé dans des détails grotesques. Ils portaient dans des vêtements usés et en lambeaux, leurs visages se contorsionnaient d'âme de terreur et leurs membres se tordaient à des angles peu naturels. Nous sommes tous restés figés d'horreur. Les corps étaient indubitablement ceux du groupe Dyatlov. J'ai reconnu les descriptions infâmes des récits, yeux manquants, fractures graves, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, ce sont les marques qui recouvraient sur leur peau. D'étranges cicatrices chirurgicales couraient d'eau le long de leurs bras et de leurs cous, des protubérances artificielles visibles sous leur peau gelée. Le spectacle est écœurant. L'un des touristes marmonne « Quel genre d'expérience est cela ?» Le visage d'Ivan est pâle et il murmure « Je pense qu'ils ont été modifiés. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. » Nous nous sommes rapprochés, les faisceaux de nos lampes de poche balayant les détails horribles des corps. Chaque cadavre semblait être un étrange mélange d'humain et de
quelque chose d'autre. Leur peau était tachetée de plaques de fourrure grossières. Leurs mains et leurs pieds semblaient déformés et ressemblaient à des griffes. Leurs visages, figés par la terreur, portaient les traces d'une mâchoire allongée et de dents pointues, comme s'ils étaient pris dans les affres d'une transformation monstrueuse. Le silence dans la grotte devient étouffant lorsque nous réalisons qu'il ne s'agit pas d'un simple accident tragique. Les membres du groupe Dyatlov n'étaient pas simplement morts. Ici, ils avaient été transformés, leur corps avait été manipulé par quelqu'un ou quelque chose dans un but que nous ne pouvions même pas commencer à comprendre. Anna sursaute en découvrant une petite étiquette métallique incrustée dans le poignet de l'un des corps. Elle y a gravé une série de chiffres en cyrillique et un symbole ressemblant à une tête de loup croisée avec un insigne médical. Elle fixe l'étiquette, les yeux écarquillés par la peur. « Ce ne sont pas de simples cicatrices, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Ce sont des incisions chirurgicales. » Ivan se déplaça mal à l'aise, la voix tremblante. « Cela pourrait-il être le fruit d'une expérience soviétique secrète ? J'ai entendu parler de tests dans des régions reculées, mais je n'aurais jamais pensé qu'ils iraient aussi loin. » Un autre touriste, Nikolai, prend la parole. Sa voix n'est plus qu'un murmure, rauque. S'il voulait créer quelque chose, s'il voulait combiner des traits humains et animaux, quel aurait été leur but? Personne ne répondit. Un frisson me parcourut l'échine, tandis que je fixais les formes tordues, imaginant la terreur qu'ils avaient dû ressentir, alors que leur corps était modifié contre leur volonté. Mon regard tomba sur un récipient métallique renversé à côté d'un des cadavres, partiellement enfoui dans la glace. Sur sa surface était gravé un emblème délavé, mélange d'insignes soviétiques et d'un étrange symbole alchimique. Anna s'agenouilla à côté du récipient, balayant le givre, révélant des mots faiblement marqués sous l'emblème. Projet Fenrir. L'air s'est chargé d'une horreur inexprimée tandis que nous échangions des regards, les pièces se mettant lentement en place. L'incident du col de Dyatlov avait toujours été entouré de mystères, mais ici, enfoui dans cette grotte, se trouvait la preuve de quelque chose de bien plus sombre que ce que nous avions imaginé. Nous sommes restés figés, absorbant la sinistre réalité de ce qui se présentait à nous. « Projet Fenrir », murmurai-je, le nom s'attardant dans l'air froid et vicié de la grotte. J'avais l'impression que le prononcer à voix haute réveillerait les forces obscures qui se cachaient derrière cette horreur. Anna me regarda, son visage était un mélange de peur et de détermination réticente. Il y a toujours eu des rumeurs, mais rien de tel. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu essayer de faire? C'est comme s'ils tentaient une sorte de transformation, une fusion entre l'homme et l'animal, répondis-je, même si les mots me semblaient surréalistes en les prononçant. Mais pourquoi ici? Pourquoi au milieu de nulle part, au cœur de l'un des endroits les plus désolés de la planète? Ivan recula d'un pas, jetant un coup d'œil nerveux vers l'entrée de la grotte, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose ou quelqu'un apparaisse. Peut-être ont-ils pensé que l'endroit était suffisamment isolé. Si quelque chose tournait mal, si les expériences échouaient, personne ne le découvrirait. Mais cela n'avait pas fonctionné, n'est-ce pas? La découverte macabre de cet endroit était une preuve suffisante que quelque chose avait mal tourné. Et maintenant, des décennies plus tard, nous tombions sur des secrets qui n'auraient jamais dû voir le jour. La lampe de poche d'Anna balaya un autre corps, son faisceau s'arrêtant sur les points de suture grossiers qui marquaient l'isparque et la peau. Les incisions couraient tard le long de ses bras, déchiquetées et grossières, comme si celui qui les avait pratiquées était plus préoccupé par les résultats que par l'agonie infligée. La chose qui avait été une personne était couchée dans des angles peu naturels, avec des membres légèrement allongés.
des ongles aiguisés comme des griffes, et des yeux qui fixaient le toit de la grotte. « Mon Dieu !» murmura Nikolai en serrant sa lampe de poche comme un talisman. « Ils l'ont vraiment fait. Ils ont essayé de transformer ces gens en quelque chose d'autre, quelque chose qu'ils pouvaient décontrôler. » Le silence oppressant n'était rompu que par nos respirations collectives et frémissantes. Je ne peux m'empêcher de me demander quel était le but de l'expérience. S'agissait-il de créer des soldats immunisés contre les rigueurs de l'hiver, des créatures capables de résister aux éléments mieux que n'importe quel humain? Ou s'agissait-il de quelque chose de plus sombre, d'une tentative de façonner des armes sous la forme de bêtes, implacables et insensibles? « Nous ne devrions pas être ici, » murmure Ivan, jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. Celui qui a fait ça a peut-être laissé cet endroit caché pour une raison. J'ai senti le froid s'infiltrer dans mes os, un sentiment étrange remonter le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était le poids de la prise de conscience, une horreur naissante que nous avions pénétrée par inadvertance dans les vestiges de quelque chose qui aurait dû être oublié. Puis, du fond de la grotte, un son grave et guttural a résonné dans le silence. Nous nous sommes figés, échangeant des regards de terreur. « Quelqu'un d'autre a entendu ça ?» demanda Anna, sa voix étant à peine un murmure. Le son se répercutait dans la grotte, un grondement sourd qui semblait pulser à l'intérieur même des murs. Ce n'était pas tout à fait humain, mais ce n'était pas non plus tout à fait animal, c'était quelque chose entre les deux, quelque chose qui n'était pas à sa place. Nous avons échangé des regards horrifiés, et à ce moment-là, chacun d'entre nous a silencieusement compris que ce que nous avions réveillé n'allait pas nous laisser partir si facilement. Anna recula de quelques pas, les yeux écarquillés et sensillés, sa lampe de poche braquée sur le fond de la grotte. « Nous devons partir, maintenant. » Sa voix était basse, tendue et empreinte d'une urgence qui me fit froid dans le dos. Mais Ivan s'avança, le visage résolu, même si je pouvais voir la peur se cacher sous la surface. « Non, nous devons aller jusqu'au bout. Nous sommes venus ici pour découvrir la vérité, n'est-ce pas? S'il y a une chance que ce qui s'est passé ici ne soit pas qu'un tragique accident, nous devons à ceux qui sont morts de comprendre ce qui s'est réellement passé. » Le grognement retentit à nouveau, plus fort cette fois, se répercutant sur les murs comme en réponse aux paroles d'Ivan. Je sentis le sol trembler légèrement sous mes pieds, et, à la lumière vacillante de nos lampes de poche, les ombres autour de nous semblèrent s'allonger, s'assombrir. Prenant une profonde inspiration, je me forçai à me concentrer. Je me concentre. Restons ensemble, et quoi qu'il arrive, nous devons rester calmes. C'était un conseil inutile. Je pouvais voir la panique sur les visages de tout le monde. Mais que pouvais-je dire d'autre? Lentement, prudemment, nous avançons plus profondément dans la grotte. À chaque pas, l'air devenait plus froid, l'odeur de décomposition plus âcre, nous enveloppant comme un linceul. Nos lampes de poche révélaient des égratignures le long des murs de pierre, des sillons profonds qui semblaient avoir été faits par des mains griffues, ou peut-être des griffes qu'aucun animal ordinaire ne devrait posséder. Les corps du groupe Dyatlov étaient éparpillés autour de nous, tels des monuments tordus témoignant des horreurs qui s'étaient été produites ici. Et au-delà d'eux, se profilant dans l'obscurité, il y avait quelque chose d'encore plus épouvantable. Une porte en acier encastrée dans la paroi de la caverne. Elle était rouillée et ancienne, manifestement restée intacte pendant des décennies, mais elle portait un symbole que j'ai reconnu instantanément. Un insigne soviétique. « C'est de la folie !» souffle Nikolai. « Qu'est-ce qu'il faisait ici ?» Anna passe ses doigts sur le métal rouillé, le visage crispé par la concentration. « Regardez ça !» dit-elle en montrant de faibles symboles gravés dans l'acier, des signes qui ressemblent à des avertissements ou peut-être à des marqueurs de confinement. Ils n'ont pas seulement caché quelque chose,
Ici, ils ont essayé de le garder enfermé. Ivan recula d'un pas, visiblement ébranlé. Et si ce qui se trouve derrière cette porte était encore en vie? C'était une pensée effrayante qui nous avait tous traversé l'esprit. Mais avant que nous puissions répondre, le grognement revint, plus fort, plus proche, venant de quelque part au-delà de la porte. Nous pouvions sentir sa vibration dans l'air autour de nous, un bourdonnement grave et résonnant qui semblait nous transpercer jusqu'aux os. « Ouvrez-la !» chuchota Anna, sa voix presque trop faible pour être entendue. Je l'ai regardée, à moitié convaincue d'avoir mal entendu, mais son regard était féroce, déterminé. Quoi que nous fassions, elle était prête à y faire face. Et j'ai réalisé avec un mélange d'effroi et de détermination qu'il en était de même pour moi. Les mains tremblantes, j'ai attrapé le loquet de la porte, dont le métal froid m'a mordu la peau lorsque je l'ai ouvert. Une vague d'air vicié et glacial nous envahit, emportant avec elle une odeur nauséabonde qui me retourna l'estomac. Nous avons reculé d'un pas, nous couvrant le visage pour lutter contre l'envie de vomir. Au-delà de la porte s'étendait un passage étroit, dont les murs étaient bordés de tuyaux et de lumières vacillantes qui éclairaient à peine le chemin à suivre. Les murs semblaient se refermer autour de nous, donnant l'impression d'un piège à déjouer. Au fur et à mesure que nous nous enfoncions, le bourdonnement devenait plus fort, plus insistant, comme si ce qui se trouvait devant nous était vivant, conscient de notre présence, et nous faisait signe d'avancer. Le passage déboucha sur une chambre caverneuse, dont le plafond s'étendait au-dessus de nous, perdu dans l'ombre. Au centre de la pièce se trouvait une énorme cuve en verre, dont la surface était recouverte de givre. À l'intérieur, à peine visible à travers le verre glacé, se trouvait quelque chose de monstrueux, une entité qui défiait toute logique et toute raison. Son corps était tordu et contorsionné, avec des membres allongés et des muscles tendres qui semblaient sans fait se pulser sous sa peau écailleuse et pâle. Ses yeux, sombres et vides, nous fixaient d'un regard froid et insensible, et sa bouche était remplie de rangées de dents acérées et déchiquetées. C'était une fusion grotesque de l'homme et de la bête, une moquerie tordue des deux formes, comme si quelqu'un avait essayé et échoué de créer un prédateur parfait. Anna s'approcha d'un pas, la main appuyée sur la vitre, fixant la créature avec une fascination morbide. « C'est ce qu'ils essayèrent de faire, » murmura-t-elle. « Une arme, un soldat capable de survivre au froid, de chasser et de tuer sans pitié. » Nikolai secoua la tête, le visage pâle d'horreur. Il ne se souciait donc pas de ce qu'il créait, n'est-ce pas? Il voulait donner juste quelque chose qui leur permettrait de gagner une guerre, quel qu'en soit le prix. Les yeux de la créature ont vacillé. Son regard s'est déplacé vers nous comme s'il sentait notre présence. Puis, d'un mouvement soudain et violent, elle s'est heurtée à la vitre, ses griffes raclant la surface avec un bruit qui m'a fait froid dans le dos. Le verre tint bon, mais à peine, des fissures se répandant sur sa surface comme des toiles d'araignée. « Nous devons sortir d'ici, » ai-je dit, tirant Anna en arrière alors que la créature continuait à se débattre contre ses limites, ses grognements se répercutant dans la chambre. Cet endroit n'est pas sûr, quoi qu'ils aient enfermé, ce n'est pas fait pour être vu. Mais alors que nous nous apprêtions à partir, le bourdonnement s'est amplifié et les lumières se sont mises à clignoter de façon erratique. La température a chuté et un silence soudain et inquiétant a envahi l'air. Puis, dans un fracas assourdissant, le verre se brisa. La créature s'est élancée vers l'avant, libérée de sa prison, et la seule force de son mouvement nous a projetés au sol. Je me relevai péniblement, le sang battant à mes oreilles, tandis que la forme tordue de la créature nous surplombait. Ses yeux bonchés, ses yeux, maintenant fixés sur nous avec une clarté terrifiante,
contenait une étrange intelligence, une attention prédatrice qui n'était que trop humaine. Anna et moi reculâmes lentement, sa main agrippant mon bras pour essayer de rester hors de portée. Derrière nous, Nikolai restait figé, le visage pâle de choc. La créature penchait la tête, son souffle s'échappant en bouffées épaisses et visible dans l'air glacial, comme si elle savourait notre peur. « Courez !» j'ai crié, brisant le silence en tirant Anna vers le couloir. Nikolai sortit de sa transe et nous suivit en trébuchant dans le couloir. La créature poussa un rugissement guttural et se mit à nous suivre, ses pieds, griffus, raclant le sol à chaque pas. Nous nous enfonçâmes dans le couloir étroit, les échos des grognements de la créature se répercutant sur les murs. Le passage semblait s'étendre à l'infini devant nous, les lumières vacillantes projetant des ombres désorientantes. Je sentais la créature se rapprocher, ses pas lourds s'amplifiant à chaque seconde. Alors que nous atteignions la sortie, Nikolai se retourna, un éclair de détermination dans les yeux. « Allez-y, je vais essayer de la ralentir. » Avant que je puisse protester, il s'élança à nouveau vers la créature, brandissant sa lampe de poche comme une arme. « Tu es fou ?» Anna a crié, mais Nikolai était déjà en train de balancer sa lampe de poche vers le visage de la créature, sa lumière tranchante l'aveuglant momentanément. La créature recula, grognant, tandis que Nikolai faisait un autre pas en avant, la forçant à reculer, nous faisant gagner de précieuses millisecondes. « Allez-y !» cria-t-il à nouveau, la voix pleine d'urgence. Anna m'a tiré vers l'entrée et nous avons trébuché à l'extérieur dans l'air glacial, notre respiration étant irrégulière. Derrière nous, nous avons entendu un cri étranglé, suivi d'un silence. Nous sommes restés là, abasourdis, alors que la réalité du sacrifice de Nikolai s'imposait à nous. La neige autour de nous était épaisse et silencieuse, absorbant les sons de nos respirations laborieuses. Anna s'est retournée vers la grotte, le visage déformé par le chagrin et la colère. « Nous ne pouvons pas le laisser », murmura-t-elle. Mais alors même qu'elle parlait, des grognements résonnèrent à l'entrée de la grotte, nous glaçant jusqu'à l'os. La créature arrivait. Je lui pris la main, la tirant à l'écart. « Nikolai ne voudrait pas que nous mourions ici. Nous devons avertir les autres de ce qu'il y a là-dessous. » Anna acquiesça à contre-cœur et nous commençâmes à redescendre ensemble de la montagne. Chaque pas nous paraissait lourd, le poids de notre découverte pesant sur nous tandis que nous trébuchions dans la neige. Les montagnes étaient hier couvertes d'ombre et le ciel s'assombrissait, comme si le paysage lui-même conspirait pour nous garder prisonniers de ce cauchemar. Mais alors que nous atteignions la limite des arbres, nous avons entendu un bruit derrière nous, un grondement bas et régulier, comme le mouvement de la terre elle-même. En nous retournant, nous avons vu un éclair de mouvement à l'entrée de la grotte. La créature avait émergé, se découpant sur le ciel qui s'assombrissait, sa forme étant encore plus terrifiante à l'air libre. Sans hésiter, nous nous sommes mis à sprinter, nos pieds d'hommes touchant à peine le sol, alors que nous courions à travers la forêt. Les arbres nous frôlaient, les branches griffant nos vêtements et nos visages, tandis que nous empruntions des chemins tortueux. Derrière nous, les pas de la créature se faisaient le plus bruyants, son rythme implacable, alimenté par une rage qui semblait inhumaine. Nous sommes tombés sur une ancienne station de garde forestier, abandonnée depuis longtemps, ses fenêtres brisées et ses murs couverts de mousse. Nous nous sommes précipités à l'intérieur, barricadant la porte du mieux que nous pouvions, avec les meubles cassés, éparpillés dans la pièce. La station était petite, à peine plus qu'une cabane, mais c'était notre seule chance de survie. La créature tournait autour de la station, ses grognements vibrant à travers les murs minces, tandis qu'elle griffait le bois, testant les points faibles de notre barrière de fortune. Anna tenait un morceau de bois, cassé comme une arme. Son visage était pâle mais résolu. Je fouillais la pièce, les mains tremblantes, à la recherche de tout ce qui pouvait nous aider. Puis,
À travers la fenêtre brisée, je l'ai vu. Un pistolet lance-fusée, à moitié enterré dans un tas de débris. Je l'ai saisi et j'ai vérifié la chambre. Un seul tir. C'était un plan désespéré, mais c'était tout ce que nous avions. Alors que la créature traversait la barricade, j'ai visé, attendant qu'elle soit assez proche pour que je puisse voir l'éclat de ses dents, la malice dans ses yeux. Puis, alors qu'elle s'élançait vers nous, j'ai appuyé sur la gâchette. La fusée a jailli, frappant la créature en pleine poitrine. Pendant un instant, elle fut aveuglée, ses cris emplissant l'air tandis que les flammes se répandaient sur son corps. La créature se débattit, déchirant sa propre chair en essayant d'éteindre le feu, ses mouvements étant sauvages et erratiques. Profitant de cette distraction, Anna et moi avons quitté la gare en courant, sans nous arrêter avant d'avoir mis des kilomètres entre nous et le monstre qui se cachait dans les montagnes. Nous n'avons pas regardé en arrière. Nous n'avons pas osé le faire, de peur qu'il nous suive encore, sa fureur intacte. Lorsque nous sommes enfin arrivés à bon port, notre histoire a été accueillie avec incrédulité et dérision. Les autorités ont rejeté nos affirmations comme étant le résultat d'un choc et d'une exposition, mettant la disparition de Nikolai sur le compte d'un accident tragique. Mais Anna et moi connaissions la vérité, l'horreur qui se cachait dans ces montagnes, la créature qui n'était ni tout à fait humaine, ni tout à fait animale. Nous avons quitté la Russie peu après, hantés par les souvenirs de cette nuit et par la connaissance de ce qui était réellement arrivé au groupe Dyatlov. Mais parfois, tarde dans la nuit, j'entends encore les grognements de la créature résonner dans mon esprit, un rappel des secrets enfouis dans la neige et des monstres nés des ambitions les plus sombres de l'humanité.